Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Merci de télécharger notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Média, si vous y êtes déjà, vous pourrez télécharger cette application pour nous regarder ou nous écouter en direct. Merci de nous écouter si vous le faites à l'instant sur la 89.5 en bande FM. C'est à Conakry et à l'intérieur du pays. Merci également de votre fidélité. Si vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV, canal 249. Si vous êtes sur le bouquet Canal+, canal 113 779 si vous êtes du côté de Star Times. Merci également de nous suivre via nos différents réseaux sociaux sur Facebook. Vous pourrez retrouver en direct cette émission sur Kavi TV. Tapez simplement Kavi TV et vous êtes au cœur de cette émission. Également sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous regarder ou nous écouter en direct dans cette émission. Si vous voulez participer à cette émission uniquement par SMS, vous pourrez nous faire signe en nous écrivant sur le plus 224 629 95 67 2 fois 629 95 67 67. Au menu de ce matin, face à la persistante problématique de la gestion des ordures à Conakry, le gouvernement guinéen passe à l'offensive. Il envisage de débarrasser les abords des routes des bacs à ordures installés pour rendre propre la capitale. Sauf que l'incivisme des citoyens livre un scénario désolant d'une ville croupissant sous le poids des ordures, notamment en banlieue. Dès ce mois de février, tous les bacs à ordures seront dégagés, obligeant donc les riverains à s'abonner au PME. Des sensibilisations sont déjà en cours, mais pourront-elles porter fruit vis-à-vis d'une population qui croit toujours que la collecte des ordures demeure gratuite? Changer les habitudes pour migrer vers une population plus responsable. On en parle dans la première partie de cette émission. Le scanner, tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. La Guinée n'échappe pas à cette règle si la plupart des discours tenus par des hommes politiques ou des acteurs politiques mettent en avant la jeunesse. Quelle est la place qui est vraiment attribuée à celle-ci? La jeunesse au centre de tous les programmes va-t-elle pouvoir sortir la tête de l'eau, se tirer d'un méli-mollo qui l'embastille, ne plus vivre dans une dépendance inouïe? Des jeunes résidents à l'intérieur du pays estiment par ailleurs qu'ils sont à l'abandon et manipulés par des politiques à des fins personnelles. Pour aborder le sujet, notre invité de ce matin est un jeune activiste qui aspire à un lendemain meilleur et plus juste pour la jeunesse guinéenne. Moussa Kourouma, président du conseil régional de la jeunesse de Farana, sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Et en fin d'émission, nous évoquerons la guerre au Soudan, où plus de 25 personnes sont mortes dues à la guerre qui oppose depuis 2023 l'armée régulière et les paramilitaires du FSR. Le conflit entre les deux généraux Abdel Al-Fattah Al-Burham, j'y arrive, Al-Bourhan et Mohamed Hamdan Dongolo conduit le Soudan à une quatrième guerre civile après celle de 1955, 1983 et 2003 qui a persisté jusqu'en 2020. D'avril 2023 à nos jours, cette guerre sanglante a fait des dizaines de milliers de morts, entraînant le déplacement de plus de 10 millions de personnes et a provoqué une crise humanitaire d'une extrême gravité. Depuis juillet, la famine est déclarée dans le camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Selon des études menées par les Nations Unies, 25 des 40 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. Cette question, que fait la communauté internationale pour stopper ces massacres qui n'ont que trop duré? Yaya Diallo s'est intéressé au sujet pour nous ce matin. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Merci de nous suivre à Conakry, à Bokeh, à Bofa. Merci de nous suivre du côté de Kiroti, notre quartier, le quartier qui nous accueille chaque matin à Koloma, à Bessia également, à Somphonia. Merci de votre fidélité si vous y êtes. Si vous êtes connecté sur la 89.5 ou sur Kavi TV, sur l'ensemble synchronisé de nos médias, merci de votre fidélité. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité et les sujets à l'ordre du jour. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abada, bonjour à tous. Abdallah, ça va? Manita, si on pouvait dire aux gens comment dire bonjour en espagnol, Manita ou Catalonia, quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste bonjour. Ça va, on comprend. Les Madrilènes vont souffrir. Ah, non, c'est ma façon de dire bonjour. Manita. Bonjour Mohamed Leba, bon retour. Bonjour Abdallah, bonjour à Mohamed Ba, mon voisin, bonjour à tous. J'espère que le papa il va beaucoup mieux ce matin. Oui, ça va. Allez, c'est compris. Yaya Diallo, on se tourne vers ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Je le rappelais dans l'introduction, la gestion des ordures. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen passe à une nouvelle étape. Absolument, une nouvelle étape où le gouvernement est attendu. Maintenant, on verra bien avec le processus annoncé désormais. Parce que vous savez déjà, avec ce qui déjà existait, nous avions des problèmes. Avec cela, la ligne, ou disons le schéma indicateur n'a pas été respecté, de plus par les autorités, mais aussi ceux qui ont en charge de faire la promotion de ces PMI au niveau de ces différentes communes-là. Donc il y avait une responsabilité partagée pour le respect de ce schéma. Alors, maintenant qu'on décide de supprimer ce bac à ordures, vous savez, ça a été annoncé il y a longtemps, c'est sous Mori Kondé, et il avait fait des annonces. L'ancien ministre de l'administration du territoire. De l'administration du territoire et de la décentralisation, il avait fait des annonces annonçant la suppression progressive de ces bacs à ordures qui, selon lui, ne devraient pas exister. Alors qu'en réalité, de l'autre côté, quand vous écoutez les promoteurs de ces PMI-là, ils vous diront tout simplement que les bacs doivent exister, mais l'acheminement des ordures vers ce bac-là doit relever exclusivement par les PMI, donc les petites et moyennes entreprises locales au niveau des différentes communes. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire tout simplement que c'est les citoyens qui collectent par eux-mêmes et puis voilà, ils viennent déverser cela au niveau de ces bacs à ordures sans pour autant aussi respecter un certain nombre de choses. Donc il y a des problèmes qui se posent en dépit de tous les efforts fournis, il faut le rappeler. Il y a des efforts qui sont fournis, mais peut-être qu'il manque de canalisation, mais il y a eu des efforts qui ont été fournis pour lesquels efforts nous ne voyons pas absolument de résultats tangibles sur le terrain. Donc nos rues restent jonchées par ces ordures-là. Dans plusieurs carrefours, c'est des tas d'ordures comme ça absolument insupportable qu'on assiste à travers la ville. C'est pas quelque chose qui... Aussitôt débarrassé, aussitôt rempli. C'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain. Et voyez-vous, c'est parce que tout simplement, à la limite, il y a là, au bout du bout, au niveau de ces trois axes en tout cas qui composent ce schéma dont on parle là, la pré-collecte, la collecte et au niveau du traitement dans les différents GTT et les zones de tri et de transit. Il y a là un problème, nous n'en avons pas assez. Ces sites-là ne sont pas satisfaisants ou tout au plus ne pouvant pas répondre aux besoins qui existent. Donc, nous avons la décharge de Dar Salam qui, avec sa situation géographique, semble être inappropriée. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il fallait effectivement essayer de résoudre au préalable pour pouvoir entamer ce qui est déjà annoncé par les autorités. Je pense qu'il y avait des sites qui ont été à un certain niveau, disons, mis en valeur, il faut le rappeler, du côté des Kouria. De Kouria, à quoi de Kouria, ça a été indiqué, on devrait pouvoir accentuer, disons, le financement, parce qu'il y avait des partenaires quand même qui avaient annoncé un bon montant. Le gouvernement aussi, à son tour, devrait pouvoir quand même... À des coûts de milliards. Tout à fait, devrait pouvoir quand même se retoucher les manches et voilà, aller certainement vers d'autres partenaires. Parce que la gestion des ordures aujourd'hui, si on essaie de s'y prendre, ça va permettre même à l'État en partie d'en tirer profit. Parce qu'on nous apprend que la gestion de ces ordures aussi peut produire de l'énergie. Et donc, le Maroc en est un exemple dans ce sens-là. Et recyclable. Hein. On a vu quand même une dame ou un monsieur qui évolue dans ce sens.
prendre les ordures plastiques, les transformer en dallettes. Une dame. Oui, une dame. Oui. Oui. Donc, à de fait. ce côté aussi, il y a de l'emploi qu'on peut créer à travers ces ordures plastiques. Mais malheureusement, on ne fait pas le tri. Et là, il y a un véritable souci parce qu'on mélange les deux, le plastique et les ordures ménagères. Ah, tout à fait. Donc, ça veut dire que le tri fait défaut et il faut essayer de revoir tout cela. Et il y avait une mesure aussi cela et diminuer drastiquement les ordures, c'est l'arrêt de la fabrication de plastique à usage unique là, dont on parlait, vous savez, on avait évoqué cela. Le décret a été pris, dans ce sens-là, même si c'est de façon progressive. Certainement, c'est dans cette année-là que tout cela va entrer en ordre et que finalement, nous osons croire qu'il y a déjà de préalables qui sont pris par les autorités parce que ça ne va pas se décréter comme ça. Et que ça passe comme ça. Il faut qu'il y ait effectivement des mesures préalables pouvant quand même, disons, créer cette alternative ou cette transition, s'il faut dire, écologique, parce qu'il faut parallèlement proposer quelque chose. On ne veut pas les plastiques à usage unique, on est d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez en partie à la place de cela? Donc ça veut dire tout simplement que c'est la question qu'il faut essayer de résoudre. Après, éventuellement, on va essayer de voir, parce que nous sommes tous d'accord que ça pose effectivement des problèmes à l'agriculture, ça rend nos terres absolument infertiles et donc il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut essayer de remplacer cela à travers disons des plastiques à usage multiple. Donc ça va nous permettre de faire l'économie de tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays ici. Encore une fois, ça demande de moyens puisqu'on a eu le courage de comprendre que c'est pas bon pour nous, pour notre vie, pour notre santé. Il faut qu'on ait aussi les moyens pour pouvoir créer toutes les conditions d'une transition liée à cet effet. Liée à cet effet, oui. Mohamed Ba, le PM. Une autre question dans cette question, c'est la sensibilisation des populations en vue de s'abonner au PME. Voilà le gros problème. Tanti Fentegni avait pris d'assaut Conakry, mais les sanctions pesaient. Aujourd'hui, le gouvernement a habitué ses citoyens à cette gratuité dans la collecte des ordures, chose qui n'est pas facile à changer, il faut le rappeler. Très difficile à changer. Tout ce qui est lié à la communauté, tout ce qui est lié à l'être humain, vous comprendrez que ce n'est pas une chose aisée à éradiquer, à gérer ou à maîtriser, parce que chacun son comportement, sa façon de voir les choses, ce qui complique grandement. Et une raison de plus que nous arrivions tous les jours, presque chaque année, de parler de la gestion des ordures dans notre pays. Et ça, avant qu'on ne parle de différentes décharges, qu'on ne parle des décharges sauvages qu'on trouve un peu partout, il faut parler d'abord de la production de ces ordures que nous produisons nous-mêmes tous les jours dans nos concessions, dans nos différentes familles. Et puis avant que ça ne se retrouve au bord de la route, c'est qu'il y a un problème que nous avons tous, que l'État a aussi, parce que nous faisons tout pour que l'État, nous mettons tout, s'il faut le dire comme ça, à la disposition de l'État pour la bonne gestion des affaires de la cité. Quand nous disons nous mettons tout à la disposition, même certaines de nos libertés nous mettons à la disposition de l'État, nous nous privons pour donner à l'État afin de pouvoir vraiment mater quand il le faut, orienter quand il le faut, et puis voilà, tendre la main à d'autres partenaires pour y arriver. Mais apparemment, on se rend compte qu'à l'État, parfois, on s'en mêle les pinceaux et qu'on a du mal à s'en sortir, ou parfois, les principes ou les coopérations, comment on l'appelle, les partenariats concrets, on a du mal à les résoudre. Nous parlons de la gestion des ordures ménagères ou la gestion des ordures tout court dans notre pays, et nous savons très bien que l'État, il fut un moment, a donné cela à des partenaires qui devraient s'en occuper normalement. L'État ne devrait plus, dans les conditions normales, mettre la main à la pâte. C'est cette manne financière. On parle de milliards là par mois. Des milliards. C'est pas quelque chose. C'est pas avec loin la de, société Al-Bayra. Ce n'est pas loin de quelque chose d'environ 5 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, que l'État débourse dans les conditions normales. L'État devrait débourser. Est-ce que l'État le fait régulièrement? Ça, je ne sais pas. Aux deux partenaires qui sont, il y a d'abord Al-Barek, mais également qui s'occupe de la collecte des ordures un peu partout dans la ville de Conakry, et de la gestion de la décharge qui est au compte d'une société italienne, Piscini, si ma mémoire est bonne, et que ce contrat avait été signé par le président Alpha Condé il y a depuis 2019, ça aussi, sauf si je me trompe, et cela devrait courir pendant 4 ans, je ne sais pas si c'est jusqu'en 2024 ou 2025, mais c'est un contrat de 4 ans qui a été signé là. Mais
pendant ces 4 ans, depuis 2019, est-ce que le Guinéen a dit Alhamdoulilah dans le cadre de la gestion des ordures? Est-ce que c'est la faute à l'État? Est-ce que c'est la faute à ses partenaires? Est-ce que c'est la faute aux Guinéens même qui produisent ces ordures dans les différentes concessions avant que ça ne se retrouve d'abord au bord de la route, voire même au niveau de la décharge? Parce que la gestion, c'est une autre, mais la collecte au transfert n'est une autre situation compliquée à gérer. Moi, je pense que qu'on parle aujourd'hui de le retrait des bacs, c'est parce qu'on n'a plus de solution. Parce que dans les conditions normales, la place des bacs se trouve dans la chaîne. Il y a sa place dans la chaîne. Dans une zone bien déterminée, pas forcément aux abords. Non, déjà, on parle de retrait. Quand on parle de retrait, il n'y a plus de place, à ma connaissance. Non, aux abords des routes, ça a été précisé. Oui, mais pas dans les routes, mais peut-être dans les quartiers. Voilà, donc la précision, il faut qu'on apporte la précision. C'est pourquoi on a dit aux abords des routes. Voilà, si c'est aux abords, là, on peut comprendre, parce que tout à fait, que c'est la place de ces bacs à ordures, il n'y a rien à dire. Parce que vous vous rendrez compte qu'au moment de... ces bacs-là, pour ceux qui nous suivent à la télé, qui doivent être débarrassés. Bon, je ne sais pas aussi, c'est... utilise ces bacs à ordures pendant les manifestations. Est-ce que c'est lié à cela aussi? Parce que si c'est au bord de la route, on les utilise pour barricader, pour empêcher la circulation, et cela complique un peu la tâche à nos amis des forces de défense et de sécurité. Est-ce que c'est lié à cela? Je ne sais pas, mais de toute façon, nous savons une chose, les bacs à ordures ont une place, parce que si c'est bien respecté, c'est-à-dire au niveau de Albarec, par exemple, il était dit, d'abord, il y avait une première étape pendant leur contrat de gestion. On commençait à mettre, il y avait tout ce qu'on appelle machines, des tractopelles pour le transfert. Les bacs ordures servaient à quoi? Ce n'est pas pour ramasser toutes les ordures que nous avons. C'était pour faciliter le tri. Il y avait le tri à faire. Mais est-ce que nous parlons de tri? Nous ne parlons pas de tri. La première étape, je crois que le partenaire a eu des difficultés à y arriver. C'est pour cela qu'il n'est pas arrivé à la deuxième étape. Parce que la deuxième étape, où on n'allait pas voir, à travers des tris, quel type d'ordure est produit en Guinée, comme on appelle dans la ville de Conakry. À travers ce type d'ordure, on pourrait savoir quelle est la stratégie à mettre en place, quel type d'entreprise de transformation de ces ordures qu'on allait engager. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé à ma connaissance à ce niveau, et cela pose énormément de problèmes aujourd'hui. Ouais. Il est temps que nous-mêmes, ce n'est même pas... C'est facile, c'est vrai, que de parler de ces partenaires, parce que ceux qui sont abonnés à ces PME déboursent quelque chose de 25 à 30 000 francs que nous payons chaque fin de mois, chaque 30 jours. On a 25 à 30 000 francs par endroit que nous payons. Donc nous, on se dit, mais pourquoi moi, on me parle toujours de la gestion des ordures? Parce que je suis abonné à des PME, je suis abonné, chaque fin de mois, je débourse quelque chose, et on continue, moi, à me saouler avec cette expression problème d'ordure, problème d'ordure. C'est à qui la faute? Mais après, on te demandera, mais ils sont combien à être abonnés à ces PME? Est-ce que c'est qu'on collecte là, comme on appelle, le peu qu'on donne là, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut qu'on arrive vraiment à sortir un deuxième plan par rapport à cela? Pour moi, c'est dans ce cadre-là qu'on peut impliquer les délégations spéciales dans nos différentes quartiers, dans les différentes communes, mais les présidents comme on appelle, de conseils de quartier également devraient être impliqués, qu'on arrive à comprendre dans votre juridiction, dans votre quartier, quelles sont les concessions qui ne sont pas abonnées aux PME. Vous pouvez aller le savoir à travers les PME. Mais bien sûr, c'est cette étape. Ils sont à cette étape, c'est-à-dire venir dans le quartier. Selon nos informations, chaque quartier a déjà une PME. Oui. Et donc, je prends l'exemple sur Somfonia. Somfonia a 20 quartiers. C'est qui est insuffisant. C'est qui est insuffisant. Ça, exactement. Il y a une première étape. Chaque quartier, je dis bien selon les informations, a une PME. Oui. Dans la commune de Somfonia, que je maîtrise un peu, il y a 20 PME pour les 20 quartiers de Somfonia. Bon, qui n'est pas à minimiser aussi. À minimiser. 20 quartiers pour les 20 PME pour les 20 quartiers de Somfonia. Ce qui fait que dans cette commune de Somfonia, donc pour cette première phase, la commune, à travers le gouvernorat et les démembrements jusqu'au ministère de l'administration du territoire, essaie de voir si ces PME n'arrivent pas à gérer, c'est sur une période de 3 mois. 3 mois, ils vont doubler encore ces PME. Au lieu d'une PME, on passera à 2 PME. Maintenant, le point non négociable, c'est que si la PME vous dit qu'elle doit venir 2 fois dans la semaine pour la collecte des ordures et qu'elle ne respecte pas le délai, elle perd le contrat avec des sanctions. Donc voici peut-être l'étape
sur laquelle il faut beaucoup plus s'appesantir. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, Mohamed, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on pourra faire parvenir ces citoyens, les faire comprendre qu'il faut payer pour qu'on ramasse l'étape Moi, je te réponds directement, oui, on peut le faire. Oui. Mais le travail, il y a un travail préalable qui doit être fait. Dont comment on appelle, la population n'est pas impliquée, les potentiels clients ne sont pas impliqués à la base. Le départ, c'est quoi? Quelles sont ces PME? Quelle est leur capacité à faire ce travail? Ce n'est pas dire qu'on va vous essayer 3 mois après si vous n'êtes pas en mesure. Il faut créer les conditions qu'il faut, la capacité professionnelle de ces PME. Ouais. Si la logistique n'y est pas, si la formation professionnelle de ces PME, comme on appelle, n'est pas également assurée, je pense que ça ne sert à rien de dire que non, je confie à, comme on appelle, à Yaya, PME Yaya qui va s'occuper de cela. Quelle est la Peut-être qu'il a une PME. Hein, bon, de toute façon, ce n'est pas mauvais. Si entreprendre, il faut toujours entreprendre dès qu'on peut le faire. Ça, c'est quelque chose. Mais que ce soit PME Yaya ou PME Abdallah, qui se trouve à Sofonia, c'est de voir sa capacité. Qu'est-ce que Abdallah a à travers sa PME de spécifique qui peut nous aider. La formation, je l'ai dit tantôt, la capacité professionnelle, la capacité logistique, la capacité de mobilisation à accéder à ces différents quartiers. Quel est le personnel qu'il a pour pouvoir le faire? Si ces détails, on ne cherche pas à connaître ces détails et qu'on dit juste, il faut créer comme on appelle des PME et qu'on se rend compte que ce sont les membres de conseil de quartier ou les membres de la délégation spéciale de telle commune, ces membres qui ont créé va-vite des PME juste pour ne pas rater ce projet. Je pense que ça va poser des problèmes. L'essentiel d'abord, ça va prendre le temps que ça va prendre. Qu'on arrive à créer s'il le faut, pendant tout le mois de 2025, qu'on n'arrive pas à trouver, mais qu'on arrive à renforcer la capacité des PME qui vont être sur le terrain. Et une fois que le travail est fait, on a les thèmes de référence qui sont là. Si l'État ne peut pas, ces PME ne peuvent pas, ils ont la capacité, ils ont les documents qu'ils peuvent présenter à des partenaires comme la Banque mondiale qui peuvent les accompagner sur le plan formation. Ce n'est pas seulement l'argent, mais sur le plan formation, des techniciens, des professionnels en la matière existent, qu'on les accompagne pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en matière de formation, en matière logistique. L'ensemble de tout ça pourrait nous garantir vraiment la qualité des PME qu'on va mettre sur le terrain pour le ramassage des données. En tout cas, pour réussir la mission, il faudrait que ces PME soient à la hauteur. À la hauteur, parce qu'on le minimise le plus souvent. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape où moi, je vais essayer d'impliquer les délégations spéciales à travers les chefs de quartier qu'on vient de nommer également, qui sont là. Ces chefs de quartier qui sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent travailler en corrélation avec ces PME. Ils ont des registres, ils ont des carnets, ils connaissent les différentes concessions qui sont dans les quartiers, dans les conditions normales. Ça aussi, c'est un autre travail parallèle qui doit avoir lieu. Au moment où on parle de la formation de ces PME ou de la mise en place des PME, on doit recenser, sensibiliser, voir dans telle concession, il y a combien de potentiels clients qu'on pourrait trouver. Je pense que la Somphonia s'est fait parce que la commune annonce 4000 ménages. Voilà. C'est déjà disponible sur Est-ce que c'est ça aussi? C'est à vérifier. Yeah. Parce que le Guinéen, on se connaît Abdallah. On se connaît Abdallah. Je parle de source officielle là. On se connaît. Nous sommes tous des Guinéens. On sait comment ça fait. Il y a ce qu'on dit et la réalité, c'est qu'on évite de dire. Donc, pour moi, on aime toujours estimer dans ce pays. C'est ça l'estimation. Parlons de la décharge de... Il y a l'estimation en statistique, c'est une règle. Hein. Parce que demain, il peut y avoir une naissance. Attendons l'Open avec. Il y a une estimation qui peut déterminer ça. Non, je parle de ménage là. Ménage enregistré dans le cadre de la gestion de ces ordres. On parle de 4000 ménages. Donc pas de... Oui, ce qui reste clair, il faut qu'on arrive à revoir toute la chaîne. Revoyons toute la chaîne, au niveau des PME, au niveau de l'entreprise, que ce soit Pessini ou Albarek, qu'on essaye de revoir. Si le contrat est fini, on doit terminer le contrat, on passe à autre chose parce que c'était signé depuis 2019. À ma connaissance, c'est 4 ans. Il faut revoir cela. Si on doit les changer, qui doit venir? Il ne faut pas dire que non, je suis le chef de cabinet de tel ministère, de tel département. Il y a mon ami qui est chinois, qui est autre là. Parce que les sociétés guinéennes ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Donc, mais aussi les partenaires aussi qui sont venus, ce ne sont pas des sociétés guinéennes, ce sont des sociétés étrangères. Est-ce que c'est les Guinéens qui ont compliqué la tâche à ces sociétés étrangères aussi? Je parle de Pissini qui a la responsabilité de gestion des déchets du côté de Dar es Salaam.
Salam, dont depuis un certain temps, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais malheureusement, il y a parfois aussi une mauvaise synergie qui s'engage, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de décembre dernier, il y avait une campagne, une opération qu'on avait lancée à Conakry. Cette campagne c'était quoi? C'est Conakry, ville propre en 72 heures. Ville propre en 72 heures. Avant ça, il y avait Sanita ville propre avec Sanita, ça, les Belges. Je sais, mais parlons de ce qui est récent et que cela a impliqué l'État et son partenaire qui n'est autre que Al-Barek. Mais on se rend compte que ces 72 heures, Conakry ville propre en 72 heures, aujourd'hui, quel est l'impact de cette campagne de 72 heures? Est-ce que ça n'a pas abouti? Deuxième chose liée à cette campagne de 72 heures dont on a lancé, vous vous rendrez compte, quand on collecte les ordures, on doit les déverser du côté de Dar es Salaam. Dar es Salaam, le partenaire principal, c'est qui? C'est Pecini, le chinois, comme on appelle l'entreprise italienne. Malheureusement, cette entreprise n'a pas été impliquée, à ma connaissance, dans cette campagne de 72 heures. Et quand on collecte, c'est là-bas on déverse. Donc vous vous rendrez compte qu'il y a un problème qui est là, qui existe, qui persiste, qui nous embête d'arriver à cet objectif majeur qui n'est autre que rendre notre capitale propre. Oui, Mohamed Leba, on suit ce dossier de très près. Ce n'est pas une première d'en parler dans cette émission. Sauf que cette fois, c'est que le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Éliminer les bacs à ordures au niveau des routes, les ramener un peu plus vers le quartier, confier la gestion au président des conseils de quartier nouvellement nommés, et la grande gestion aux communes, c'est-à-dire les présidents et présidentes de délégations spéciales. Une autre chaîne qui se crée dans la gestion, dans la collecte et la gestion, donc la collecte, l'acheminement des ordures en République de Guinée. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir ces bacs à ordures existent depuis quand? Existent depuis quand? Si on a la réponse à cette question, on pourra facilement comprendre aujourd'hui où se situe le problème par rapport à cette question liée à la gestion d'ordures en République de Guinée. On en parle souvent, mais on a l'impression qu'on ne change pas de fusil d'épaule alors qu'on sait évidemment que ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut, entre politique structurelle et politique conjoncturelle de gestion d'ordures, qu'est-ce qu'il faut préférer? Je crois encore qu'il y a de l'amalgame parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à nous sortir quand même du poids d'ordures, parce que Conakry, peu importe ce qu'on fait aujourd'hui ou peu importe ce qu'on puisse dire, Conakry aujourd'hui vit sous le poids des ordures, tout simplement. Une ville à deux visages. Si Kaloum c'est propre, les autres évidemment, communes, à Kaloum même c'est autre chose. C'est vrai, on peut comprendre parce que la rigueur s'emploie à ce niveau-là, parce que c'est Kaloum quand même qui abrite les deux palais, palais Sékou Touré et l'autre palais qui abrite aujourd'hui Mohamed V. Vous allez comprendre. Mais de l'autre côté, avant même l'arrivée de ces bacs à ordures, c'est quand même sous Alpha Condé qu'on a découvert ces bacs à ordures. Oui, parce que les uns et les autres mettaient ça au niveau, comment on appelle ça dans le jargon des travaux routiers, entre les deux routes là, je sais pas comment vous appelez ça, le tremplin. Le tremplin, c'est comme le ça, terre-plein. Le terre-plein, merci, c'est le terre-plein. Loin de tout ça, vous allez comprendre qu'il y a là un problème de politique envisageable pour gérer ces ordures. À un moment donné, Conakry quand même avait commencé à défricher quand même, voilà, disons, à avoir ce visage un peu reluisant, juste parce qu'il y avait la société à l'époque venait d'arriver, donc c'est comme si un homme qui quand même arrive à draguer une copine, vous allez juste peut-être m'accepter comme ça. Donc il y a toute cette tentative de séduction. Au départ, vous allez voir que ça marche. Et après, au fur et à mesure que ça commence à tâtonner, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une véritable politique de gestion. C'est tout ce qui manque. Il faut aujourd'hui responsabiliser les uns et les autres. Je crois que si on veut réellement résoudre ce problème, même si ne serait-ce que de manière conjoncturelle, même si ce n'est pas définitivement, parce que ça va encore revenir, il faut solidifier la gestion, c'est vrai. Il faut aujourd'hui enlever la gestion de ces ordures-là à Al-Bayrak et d'autres sociétés. Mais c'est ce qui est en train d'être fait, parce qu'on continue plus au PME. C'est cette chaîne qu'on est en train de créer qu'il faut renforcer et responsabiliser les uns et les autres. Dire que voilà, votre travail concerne à faire ceci, concerne à faire cela. Si vous arrivez à faillir à ce travail-là, tout simplement, vous allez écoper des sanctions. C'est ce qui manquait et c'est ce qui manque jusqu'à présent. Si le Guinéen sait que
s'il n'arrive pas à faire exactement ce travail-là, il va être sanctionné. Vous allez voir au bout de 3 ou de 2 mois que la gestion des ordures, ça va être vraiment quelque chose que tous les Guinéens pourraient saluer. De l'autre côté, enlever les bacs à ordures, vous pensez que ça va résoudre les problèmes? Je me dis que non. Il n'y a pas plus tard que 2 mois ou 3, on donnait la parole quand même à ces personnes qui sont aujourd'hui censées de gérer ces ordures-là par rapport à la gestion de ces bacs à ordures. Tout simplement, nous faisons croire qu'au niveau de la décharge de Dar es Salaam, il y a environ, je dis bien environ 1000 tonnes d'ordures déposées par jour. 1000 tonnes d'ordures, et parfois vous allez voir, même ces bacs à ordures-là sont très vides, sont assez vides. Vous allez comprendre qu'il y a des citoyens de bonne foi qui arrivent à déverser quand même des ordures juste en bas de ces bacs à ordures-là. Ça veut dire que c'est un véritable problème de civisme. Autour, c'est ça. Ouais. Un véritable problème aujourd'hui de civisme. Il y a un manque de civisme dans ce pays. Je crois qu'il faut aujourd'hui renforcer au-delà de tout cette question liée à la sensibilisation des uns et des autres et aussi à solidifier la responsabilisation de ces PME. Parce que cela manque beaucoup. On parle d'une PME par quartier. Je crois que le ratio est insuffisant pour quand même pouvoir nous débarrasser de ces ordures-là. Vu que c'est un départ, on peut le concéder. C'est un début, ça peut-être, on peut se dire que ça peut arriver avec, c'est-à-dire le temps, mais comment ces PME sont sélectionnées, comment ces PME vont être responsabilisées. En tout cas, il ne faudrait pas échouer cette étape, sinon tout est mis à l'eau. Il y a eu beaucoup d'échecs par rapport à la responsabilisation de ces PME. C'est comme ce que je disais à l'entame. Au départ, tout va mieux, bien, voire même plus bien. Mais au fur et à mesure, non seulement ceux qui sont censés corriger ces failles-là démissionnent, au fur et à mesure que ces sociétés qui sont censées collecter ces ordures et puis voilà, les déposer où il faut les déposer, aussi démissionnent. Parce que tout simplement, si ceux qui sont censés contrôler ont démissionné, la plupart, dans le temps, ceux qui vont gérer les ordures vont se dire pourquoi on va mettre tant de rigueur alors qu'on peut vraiment bricoler et puis que ça peut marcher. Je crois que le véritable problème, le véritable souci aujourd'hui n'est même pas lié à ces PME-là, mais c'est ceux qui sont censés faire obliger ces PME-là à faire respecter leur cahier de charges. Donc le manque de volonté et de suivi peuvent être à la base de cet échec monumental. Nous espérons que cette nouvelle dynamique va pouvoir rendre la ville de Conakry encore plus propre. Une pause, le temps pour nous de recevoir notre invité pour la suite de cette émission. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa,
4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Promo exceptionnelle, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Venez communiquer chez nous avec 50% de réduction sur les tarifs des spots télé et radio pour valoriser votre maison, vos produits et services en payant seulement la moitié des frais de diffusion pendant un mois. C'est pas génial ça? La promo 50-50 du 15 décembre au 15 janvier 2025, c'est seulement sur Kavi Media. Kavi Media, communiquez autre. Merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde dans cette émission Le Scanner de Kavi Media, le seul et unique média de développement République de Guinée. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias sur les réseaux sociaux, sur Meta notamment. Vous nous pratiquez sur Kavi TV. Merci de votre fidélité à la télé. C'est sur les bouquets Canal Plus et Star Times numéro 249, 111 et 779. Merci également de nous suivre via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Tapez simplement Kavi Media et sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous êtes très bien servi. Et je vous l'annonçais, tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. La Guinée n'échappe pas à cette règle si la plupart des discours tenus par des acteurs politiques mettent en avant la jeunesse. Quelle est la place de celle-ci? La jeunesse au centre de tous les programmes va-t-elle pouvoir sortir la tête de l'eau, se tirer d'un méli-mollo qui l'embastille et ne plus vivre dans une dépendance unie? Des jeunes résidents à l'intérieur du pays estiment par ailleurs qu'ils sont à l'abandon et manipulés par des politiques à des fins personnelles. Pour aborder cette problématique, nous avons dans ce studio et sur ce plateau M. Moussa Kourouma, il est président du conseil régional de la jeunesse de Farana. Il est notre invité de ce lundi. M. Kourouma, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir. Votre casque, vous l'avez oublié. Hein? Voilà. Je comprends mieux. Vous venez de Farana, vous êtes président du conseil régional de la jeunesse de Farana. Beaucoup de problématiques rencontrées par cette jeunesse, notamment vous êtes cité dans tous les discours d'acteurs politiques, mais aujourd'hui, quelle est votre place selon vous? Écoutez, c'est pas seulement que pour le cas spécifique de Farana. La réalité pour les jeunes, c'est presque dans toutes les régions. Donc, si tu regardes la réalité des jeunes de Farana, c'est la même réalité que les jeunes de Conakry. C'est ainsi de suite. Donc, je ne dirais pas qu'on est abandonné, mais je rappelle juste l'État et les partenaires à faire autant. Parce que si vous remarquez, même souvent, les bases, les sièges en tout cas des institutions, c'est beaucoup plus centralisé sur Conakry. Et par exemple, quand tu as un projet en tant que jeune, surtout de l'intérieur, et tu es obligé de venir à Conakry, prendre un petit temps et puis voilà, déposer tes courriers et pouvoir même suivre les courriers. Parce qu'une fois, par exemple à Farana, à l'intérieur, disons, ça va être hyper compliqué de faire le suivi. Donc tu es obligé de venir. Donc je n'appelle pas ça abandon, j'appelle ça juste que l'État, en tout cas que les partenaires fassent autant, en tout cas pour essayer de mettre, en tout cas, même ça ne serait que des secrétariats centralisés pour nous permettre en tout cas sans se déplacer. Des structures centralisées. Des structures centralisées, disons. Ou décentralisées. Décentralisées, disons. Voilà, décentralisées, disons, qui va nous permettre en tout cas de suivre nos courriers, de poser nos projets sans autant vouloir se déplacer. Parce que ça va être très compliqué, la vie de Conakry. Tu viens, tu défends un projet, c'est pas vraiment évident. Tu vas prendre un peu de temps, à quel temps... C'est exécrable. Hein. Voilà, à quel temps ils vont vous répondre. Et voilà, c'est ce que moi je peux en tout cas... Donc vous estimez que vous n'êtes pas à l'abandon, mais plutôt plus ou moins oublié? Non, pas à l'abandon. Non, je ne dirais pas oublié. Quel est le mot juste alors? Je ne dirais pas oublié, je me dis qu'il y a un peu de manquement.
Un manquement, c'est un oubli ou... Non, non, c'est pas un oubli, au fait. Si ça manque, c'est pas parce que... C'est le fait que vous n'êtes pas une priorité, alors. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas une priorité. La jeunesse, d'ailleurs, il faudrait qu'on le dise. Hein. Ça, c'est l'occasion pour remercier le président de la République. Parce qu'en tout cas, pour la gouvernance actuelle, je vois que les jeunes sont au centre même de cette gouvernance. Il y a de ces postes... Sauf les jeunes de l'intérieur. Non, pas sauf les jeunes de l'intérieur. Il y a combien de jeunes de l'intérieur qui ont eu des postes de responsabilité? Moi, par exemple, à mon niveau, je peux penser peut-être aujourd'hui, vu en tout cas la gouvernance actuelle, j'ose même à penser à avoir ces postes de responsabilité que je ne pouvais même pas penser 2 ou 3 ans. Alors, dans quel cadre vous parlez de manquement? C'est ça. Voilà, dans le cadre, par exemple, je viens de vous dire, décentraliser certaines, en tout cas, certaines institutions, et également certaines directions qui peuvent permettre les jeunes à ne pas se déplacer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a ce manquement. Est-ce qu'on peut dire par là, en vous écoutant, qu'il y a les cabinets à l'intérieur du pays, les cabinets que ce soit du gouvernorat, que ce soit au niveau des préfectures, ces cabinets ne fonctionnent pas comme ça se doit pour permettre vraiment l'implication de la jeunesse à l'intérieur du pays? Écoutez, je crois jusqu'à présent vous n'avez pas compris pourquoi j'ai dit manquement. Je vais prendre juste un exemple sur l'agriculture par exemple. J'ai un projet de l'agriculture et j'ai besoin du ministre de l'Agriculture par exemple. Il va falloir que je vienne jusqu'à Conakry déposer le courrier au niveau du ministère. Exactement, le problème se trouve à ce niveau, c'est comment je souligne là, parce que si je dis c'est le cabinet ou le secrétariat à l'intérieur du pays qui ne fonctionne pas, parce que si vous êtes obligé de venir à Conakry pour déposer votre document lié à un département ministériel, cela veut dire à l'intérieur du pays, l'exécutif a un problème. Et ça, vous ne voulez pas le souligner directement, je vous comprends. Mais je pense que quelque part là, c'est le rôle au niveau de secrétariat du gouvernorat ou de secrétariat de la préfecture. Parce que ces deux structures sont les représentations de l'exécutif, c'est-à-dire du président ou des ministres à l'intérieur du pays. C'est ça. Non. Donc dans les conditions, au lieu que vous ne vous déplaciez, arrivez jusqu'au département de l'agriculture, il y a la préfecture qui s'occupe des différents services de l'exécutif, c'est-à-dire des départements ministériels à l'intérieur du pays. Je vous pose une question, si vous le permettez. Par exemple, il y a un courrier par exemple qui a été répondu et certainement que vous avez déposé au niveau de Farana par exemple, vous êtes toujours obligé de venir, même si c'est le gouvernorat par exemple qui a fait soit transmis et puis déposé au niveau du ministère, vous êtes toujours obligé pour venir répondre à ces courriers-là et prendre même le temps qu'il faut pour pouvoir suivre les courriers. Pourquoi vous êtes obligé de venir jusqu'à Conakry? C'est parce qu'il y a juste un manquement là. Exactement, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez caresser, c'est vrai, dans le sens Non, c'est pas que je veux caresser. Je dis juste qu'il y a un manquement. Je ne dis pas au fait que vous êtes à l'abandon. Non. Moi, je ne suis pas pour l'abandon. Je vous l'accorde. Mais c'est parce que quelque part, il y a un manquement. Si on dit manquement, quelque part, quelqu'un ne joue pas très bien son rôle. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à ce niveau? S'il y a un manquement, quelqu'un ne joue pas son rôle quelque part. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Le manquement ne veut pas dire que quelqu'un ne joue pas son rôle. Ça veut dire quoi? Peut-être, c'est comme par exemple l'iPhone. Chaque fois et à chaque niveau, il y a des mises à jour, il y a des propositions que les uns et les autres ont fait. Donc, avec ces propositions-là, je crois que c'est ce qui a permis à l'iPhone de s'améliorer. Et nous faisons que des propositions. Certainement, on n'a pas vu, en tout cas l'État ou les institutions n'ont pas vu cette phase-là. Et je profite de l'occasion pour dire de trouver vraiment solution à ce problème-là et que je n'appelle pas non plus par abandon. C'est juste ce que je voulais vraiment dire. Bien. Oui, on parle de jeunesse, on parle de politique. Vous l'avez dit, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, c'est vous qui l'avez rappelé tout à l'heure, au centre de ses priorités. Vous l'aviez dit. Beaucoup de programmes aujourd'hui sont annoncés à la faveur ou en faveur des jeunes. Mais sauf que ces jeunes, directement, ne sont pas impactés. Aujourd'hui, au niveau du Conseil régional de la jeunesse ou du Conseil national même de la jeunesse, quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour changer cette donne? Que ce qui est, comment je peux dire ça, destiné aux jeunes arrive aux jeunes. Formation, accompagnement et autres. Je crois jusqu'à présent le Conseil national des jeunes, vous avez tout récemment vu, au fait on a fait une conférence de presse et expliqué déjà
les problèmes déjà, les manquements déjà que le Conseil national est en train de vivre. Et ça, il y a un problème de reconnaissance ici qui nous fatigue. Et il y a également, jusqu'à date, le bureau national n'a pas un siège, et chose qui est un peu déplorable. Donc, depuis une année maintenant, vous n'avez plus de siège ou vous n'avez pas? Oui, je peux dire le bureau national jusqu'à présent. Depuis une année, oui, parce que là, et je ne vais pas dire que ça va nous aider à donner le résultat que nous espérons en tout cas donner à ces jeunes. Et ces manquements me permettent aujourd'hui de bloquer certaines activités du Conseil. Sauf qu'aujourd'hui, moi en tout cas, je me fais le plaisir et le devoir de rappeler en tout cas aux autorités, c'est pas en tout cas une imposition, mais une demande pour nous permettre en tout cas une doléance, disons, pour nous permettre de mieux fonctionner, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si nous sommes censés de représenter ces jeunes, il va falloir de créer vraiment toutes ces conditions qui vont nous permettre en tout cas de représenter ces jeunes. Parce que malgré ces difficultés-là, je peux vous affirmer, vous confirmer que le Conseil national est en train de faire ce qu'il peut avec les maigres moyens, vous le savez. Et moi, par exemple, au niveau de ma région, avec les maigres moyens, les cagnottes qu'on a fait avec les jeunes, on a pu faire une assise avec les jeunes et on a demandé en tout cas leurs besoins, et pour permettre en tout cas de remonter ces besoins et se préparer pour préparer en fait un plan d'action qui va répondre aux aspirations des jeunes. Et également, c'est même pas au niveau de Farana seulement, à tous les niveaux. Les jeunes du Conseil jouent sur du bénévolat et du volontariat. On est en train vraiment de Jusque-là, oui. Vous n'avez aucun partenaire? Non, en fait, on ne va pas dire qu'on n'a pas de partenaire. Je prends l'exemple par exemple, la Côte d'Ivoire. Les trucs, ça traîne, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de partenaire. Parce que les partenaires sont en train de faire autant. Ils sont en train de se battre, mais nous, tout ce que nous demandons déjà à l'État, surtout au ministère de la Jeunesse, c'est de bouger, de faire beaucoup plus vite les choses. Parce que nous, on se dit, de l'autre côté, il n'y a vraiment pas d'accélération au niveau de notre ministre tuteur. Et ça, on le dit souvent. Parce qu'on ne peut pas prétendre aider ces jeunes, et on ne peut pas prétendre aider les jeunes, représenter la voix de ces jeunes, sans que tu n'aies pas vraiment ces conditions au préalable. Voilà un peu, moi, ce que je dis. De l'autre côté, ça ne met pas à la volonté du président de la République qui a mis les jeunes au centre de tout ce qui est vraiment gouvernance. Comme ce que je disais, moi par exemple, je peux penser à tous les postes de ce pays-là, même le Premier ministre, seulement pas le président de la République. Non, pourquoi pas? Si vous êtes dans un parti politique, vous pouvez vous engager en tant que... Il ne veut pas vexer, c'est ça? Ah, d'accord. Non, pas parce que je ne veux pas vexer. Hein. En fait, il faut penser à obtenir une place, surtout quand tu vois déjà que ça ne fonctionne pas bien. Surtout, peut-être que la place, tu ne te vois pas trop dedans. Et moi, quand je me vois... vous voulez être réaliste. Sauf président? Non, quand je me vois déjà que voilà, il y a un bon résultat d'un président, je n'ai pas besoin de dire, ok, toi quitte là-bas, moi je vais venir. Ah donc c'est du côté de la primature, ça ne va pas. Donc vous pensez qu'il peut faire mieux? Vous pensez que c'est du côté de la primature, ça ne marche pas? Je ne dirais pas que c'est du côté de la primature. Mais ce qui est sûr... parce que votre œuvre s'étend jusqu'à ce niveau. Je ne dirais pas que c'est du côté de la primature que je ne suis pas à l'aise. Ce que je vais vous dire également, au niveau de la primature, je crois... quand tu entends le poisson, le serpent, c'est par la tête. Et la tête, je crois, c'est la présidence. Je me dis que la primature peut se changer à tout moment et puis ça ne va pas impacter le pays. Et tant que le besoin est là, au fait. Mais la présidence, il va falloir déjà que ça se focalise sur... Il faut rêver grand. N'oubliez pas cela, il faut rêver grand. Il faut rêver grand, je sais. La primature, ce n'est pas petit. Hein. Ah, mais c'est ce que je dis. De toute façon, il faut rêver grand. Oui, présidence, primature. En tout cas, si vous avez de la qualité, vous avez ce qu'il faut. Mais allez-y, pourquoi pas? Alors, le Conseil national de la jeunesse, c'est un BP très mal né, il faut le rappeler à un certain niveau, de par la précipitation d'un certain nombre de choses. C'est vrai que ça a été annoncé sous Alpha, ça n'a pas marché. Sous le CNRD, on a retouché les manches, des études préalables ont été effectuées. Finalement, on a procédé à la mise en place de ces conseils-là. Alors, au niveau national, de par sa constitution, mais je suis au niveau régional, puisque votre compétence, j'ose croire que votre compétence s'arrête au niveau de la région de Farana. Dites-nous de l'autre côté, comment vous vous êtes constitué, le bureau, son fonctionnement. Est-ce que vous aviez une fois bénéficié, on ne parle pas d'un budget, mais d'une subvention de l'État depuis la mise en place de votre conseil? D'abord, je vais vous rappeler ce que vous venez de dire, que
le Conseil national, c'est un bébé très mal né. Chose que moi, je ne suis pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 17 ans, voilà, plus de 17 ans, la Guinée est en train de se battre pour mettre en place ce conseil. C'est l'ensemble de ces manquements qui a permis aujourd'hui vraiment au président de la transition de mettre en place ce conseil. Donc je ne dirais pas que c'est un bébé très mal né. Par contre, de l'autre côté, vous savez, la réalité guinéenne, il faudrait qu'on dise cela ici. En fait, et tu vas voir un président qui est en train de mieux faire son travail. De l'autre côté, et voilà, quand les intérêts sont liés, les gens ne laissent pas trop au fait le conseil. Et de l'autre côté, on va voir le conseil comme étant des menaces. Tu vas voir le pôle Pierre qui gagne peut-être des miettes sous le dos des jeunes. Et quand le conseil est là, le conseil diligente vraiment tout ce qui est vraiment l'intérêt des jeunes vers les jeunes, envers les jeunes. Donc de l'autre côté, ça ne va pas en tout cas faciliter le conseil à mieux fonctionner. Je ne dirais pas que c'est mal né parce que le conseil pour sa mise en place reflète vraiment des réalités guinéennes. Parce que si par exemple le processus de la mise en place du conseil commence de la base au sommet, je me dis que ça répond vraiment aux critères. C'est-à-dire au niveau communal, en tout cas la mise en place du conseil, ça a commencé au niveau communal. Après le niveau communal, on est venu au niveau préfectoral. Après ça, au niveau, comment dirais-je, régional et au niveau national. Je me dis que ça a répondu vraiment à la réalité guinéenne. Cette fois-ci, ils n'ont pas pensé, en tout cas, et chose que moi j'apprécie. On n'a pas oublié la base, c'est-à-dire les sous-préfectures, on n'a pas oublié. Le bureau du conseil se retrouve représenté dans toutes les sous-préfectures. Est-ce que vous avez un siège, vous, du côté de Farana? Voilà, nous avons un siège. Au niveau régional, nous avons un siège du côté de Farana. Et je crois, les 8 régions, nous avons tous des sièges. Et c'est que nous défendons aujourd'hui, parce que quand tu entends le Conseil national, c'est aussi le bureau national. Si le bureau national n'a pas... Vous avez un siège? Oui, la région a un siège. Et comment vous gérez ce siège-là? Est-ce que l'argent, par exemple, c'est de l'État ou bien c'est de vous, fonds propres? Je revenais à la question de monsieur qui a demandé que si nous avons eu de subventions. De subventions? Oui, exactement. On avait eu en tout cas une proposition de budget au niveau de CNT qui était, disons, à 1 milliard, mais on nous fait comprendre déjà... Proposition? Non, déjà ça a été voté, en fait. Pour accéder à ce montant, il faut déjà une reconnaissance officielle. Et chose jusqu'à présent, on n'a pas. Donc, ça ne va pas nous permettre en tout cas... Donc, vous avez l'argent, mais vous n'êtes pas reconnu? Oui, il faut un décret, en tout cas, il faut un décret, il faut quelque chose en tout cas pour dire, vous voyez, on a mis en place ce conseil, voici ce problème. Donc, si je comprends bien, parce qu'on va aller à la pause tout à l'heure, c'est que le Conseil national de la jeunesse a été mis en place. Mais jusque-là, l'État ne vous reconnaît pas. Ce que vous voulez... Non, c'est pas que l'État ne nous reconnaît pas, mais il faut toujours... Non, en fait... bon, je vais prendre l'exemple sur les médias. Il y a de ces médias déjà aujourd'hui que tout le monde les reconnaît. Mais il faut au préalable un document, en tout cas un décret, qui peut permettre en tout cas de reconnaître... Non, nous dans notre monde, ce n'est pas possible. Il faut avoir un papier pour émettre. Non, on connaît ça. Il y a des gens qui émettent aujourd'hui. Non, on les a fermés. On les a fermés. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. La RPT... De toute façon, il y a la RPT, ça, il y a des gens... Bon, c'est seulement les téléweb. Ça, c'est autre chose. Mais vous reconnaissez quand même qu'on les a fermés? Non, je ne parle pas de fermer ou ouvrir. Je te parle des médias qui existent. En fait, vous avez dit que vous êtes une entité qui est connue, mais qui n'a pas de statut particulier. Oui, connu, pas reconnu. Merci pour le jeu de mots. Voilà. Vous êtes connu, mais pas reconnu. Comme il le dit, oui. Ah, d'accord. C'est déjà compris. En fait, c'est la précision, parce que là, vous dites que vous avez $1 milliard qui a été... De dollars Attention. Ouais, attention. Non, il faut dire... Mais pourquoi pas accepter que ce soit $1 milliard pour la jeunesse. C'est même peu pour une jeunesse qui veut s'épanouir là. Oui, mais c'est qu'il faut rêver. Parce qu'après tout, quand même, vous êtes appelé à présenter quand même des résultats. C'est pourquoi même je vais peut-être vous poser cette question. De savoir aujourd'hui, est-ce que positivement, depuis votre installation, vous arrivez quand même à impacter la jeunesse, surtout dans votre localité? Je l'ai dit dès à l'entame tout à l'heure, là, j'ai dit qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil national des jeunes, laissons même le cas de Farana. Je vais prendre juste un exemple au niveau du cas de Bouquet qui avait fait des reboisements. Le président national qui est en train vraiment de se battre dans tous les ateliers. Au moins, il est en train vraiment de porter ses messages de sensibilisation. Parce qu'on dit à défaut de la maman. De la maman, voilà, un peu ça au fait. Parce qu'en défaut de ce financement que nous avons
que nous pensons en tout cas avoir, en défaut vraiment de ces reconnaissances officielles, sur un document au niveau de MATD ou bien en décret, et nous sommes en train de s'affirmer. Parce que au niveau de poser les jalons, et au niveau de l'activité là, de l'ANACIP, et le Conseil national était un partenaire privilégié. Et donc on s'est CENACIP, disons, de la citoyenneté. Et à tous les niveaux, c'est le Conseil qui a piloté avec le MATD. C'est de vous dire que malgré que on n'a pas peut-être toutes les conditions requises, mais on est en train en tout cas de monter des projets et puis de se battre avec le peu que nous avons. Parfois même, il faut remercier ces jeunes parce que parfois, on se bat de notre propre poche et puis pouvoir faire. Comme vous l'avez dit, le bénévolat, rien que le bénévolat pour l'heure en attendant des grandes actions. Monsieur Moussa Kourouma, notre invité de ce matin, on marque une pause. Derrière, on revient pour la suite de ce débat. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Promo exceptionnelle, le 50-50. Pour la fin d'année, Kavi Media vous réserve beaucoup de surprises. Institutions, entreprises et particuliers, du 15 décembre au 15 janvier 2025, Kavi Media lance une grande promo. La promo 50-50. Venez communiquer chez nous avec 50% de réduction sur les tarifs des spots télé et radio pour valoriser votre maison, vos produits et services en payant seulement la moitié des frais de diffusion pendant un mois. C'est pas génial ça? La promo 50-50 du 15 décembre au 15 janvier 2025, c'est seulement sur Kavi Media. Kavi Media, communiquez autrement. Kavi Media, le média du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation.
Merci à notre partenaire Mondial Express. Vous pouvez y faire un tour pour vous, tous vos besoins de voyage en République de Guinée. Vous serez forcément satisfait de ce côté. Nous, on parle politique avec notre invité de ce matin, monsieur Moussa Koroma. Il est président du conseil régional de la jeunesse de Farana. Vous dites tantôt avant d'aller à la pause que vous êtes en train de poser des jalons pour que d'ici quelques mois ou quelques jours, qu'on puisse vous reconnaître. Oui, exactement. On est en train vraiment de poser des jalons et on est en train vraiment de se battre dans ce sens-là. Et tout récemment, nous ne pouvons que porter des plaidoyers au niveau de l'État. Les demander déjà la volonté qui les a permis en tout cas de mettre en place le conseil. Cette même volonté que cette même volonté-là continue en tout cas de nous aider vraiment à représenter ces jeunes que nous pensons servir et pour que plus jamais, si auparavant ces jeunes se laissaient manipuler par les politiques, que nous soyons en tout cas un transmetteur de messages et aux côtés des jeunes et aux côtés de l'État et des partenaires pour que vraiment, en tout cas, les besoins de ces jeunes-là soient pris en compte. Parce que de l'autre côté, vous savez, vous ne pouvez pas dire souvent que ces jeunes-là se laissent manipuler par les politiques sans autant les écouter. Donc, c'est cette condition-là que nous allons créer, aller vers les jeunes, vers ces jeunes qui pensent peut-être en tout cas, qui se laissent en tout cas dans certains comportements, les écouter, qu'est-ce qui les pousse déjà à faire ça. Qu'est-ce que vous pensez des acteurs politiques guinéens en général? En général, les acteurs politiques guinéens. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous parlez de manipulation de la jeunesse, que vous ne partagez pas forcément aujourd'hui, est-ce que pour vous, ces acteurs politiques ont réussi ce qui mène la Guinée à ce qu'on vit? Ou qui manipule la jeunesse? Ou qui manipule directement? Les acteurs politiques, moi je vais dire, je ne peux pas dire tout le monde, mais ce qui est sûr, la quasi-totalité déjà se sert de ces jeunes-là comme étant des instruments. Et chose qui est déplorable. Et je profite de l'occasion, rappeler à ces jeunes-là que nous, par exemple, en tant que jeunes, nous avons une responsabilité et il faudrait qu'on le chasse. Si la Guinée, par exemple, arrive à se développer, c'est nous les jeunes. Si la Guinée échoue, et chose qu'on ne le souhaite pas, c'est nous les jeunes. Parce que si vous êtes à plus de 70% de la représentativité d'une population, sois sûr que tous les problèmes viennent de là. Et tous les problèmes quittent de là. Et au fait, au centre même du développement. Donc il faudrait que les jeunes qu'on sache déjà que ce n'est même pas aux côtés de l'État, même aux côtés de partis politiques. Bien entendu qu'ils font tout en tout cas pour nous apaiser, pour nous en tout cas pour vous coopter. Non, pour nous utiliser, disons. Pour nous utiliser, disons, mais il est de notre responsabilité en tant que jeune modèle de dire non deux fois quand c'est pas important pour le pays. De refuser même certains. Donc dire non au moment opportun. Opportun et de dire non vraiment parce que si on accepte tout, on risque d'être comme tout. Comme tout. C'est-à-dire comme tous les mots, au fait. Ah, ok. Et voilà, comme tous les mots de ce pays-là. Aujourd'hui, vous avez tantôt dit que vous êtes utilisé à des fins personnelles, d'acteurs politiques. Comment comptez-vous changer la donne au niveau du Conseil national de la jeunesse? C'est d'écouter d'abord premièrement ces jeunes. Bien. Parce que tu vas pas pouvoir corriger un problème sans autant écouter d'abord les potentiels bénéficiaires. Les potentiels bénéficiaires, disons. Et écouter ces jeunes. Et je crois de l'autre côté, il y a aussi ce problème de pauvreté. Et des fois, tu vas voir un précarité. De précarité des gens. Tu vas voir un jeune qui est couché à la maison, il se lève un beau matin, il n'a même pas quoi manger, il a son diplôme posé dans les placards. Et tout de suite, quand tu l'appelles, tu lui dis par exemple qu'il y a tel parti politique qui veut que tu sois son communicant, il est prêt à te payer 1 million, 2 millions. Et de l'autre côté, il n'a même pas quoi manger. Et c'est très facilement que ces jeunes se laissent aller. Et tu vas voir ces jeunes, ils sont dedans, mais ils savent déjà que ça ne répond pas à ses valeurs. Mais vous savez, les autres disent, il y a certains qui disent que le pauvre n'est pas libre. Donc voyons un peu ce côté-là, d'où je rappelle en tout cas l'État à créer vraiment ce côté d'emploi pour les jeunes. On espère que donc, la création de plus d'emplois, voilà, pour la jeunesse. On espère que le projet Simandou va en tout cas 2040 en tout cas va aider les jeunes. Beaucoup plus de jeunes déjà à obtenir de l'emploi. À s'épanouir. Chose qui va certainement
et aider en tout cas ces jeunes de prioriser. Et priorisons en tout cas les jeunes sans autant dire que 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Si on rentre dans ça, carrément nous allons recruter des vieux. 20 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, ça ne va pas nous aider. Dans ce cas, moi j'essaie de vous interrompre là, dire directement dans ce cadre, s'il faut attendre Simandou 2040, pratiquement le Conseil national des jeunes, est-ce que ce conseil n'a pas échoué? S'il faut, attendez, souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Si on doit attendre des projets étatiques, il faut attendre la fonction publique pour engager des jeunes, est-ce que ceux qui pensent qu'ils sont mieux placés pour accompagner les jeunes, permettre aux jeunes de sortir de la précarité, est-ce que dans ce cadre-là, ces gens-là ne sont pas passés à côté en faisant allusion au Conseil national de la jeunesse? Parce que les jeunes, dans les conditions normales, l'emploi de la jeunesse n'est pas seulement lié à la fonction publique. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Quelle est la place? Qu'est-ce qui est en train d'être fait par le Conseil national de la jeunesse pour la jeunesse dans le cadre de l'emploi, s'il faut attendre toujours la fonction publique ou 2040? Ça fait plaisir de vous écouter. Hein. Le plaisir. Mais le problème, de fois, c'est que moi, je n'ai pas dit, et vous essayez de partir sur ce terrain-là. D'abord, je ne parle pas d'attendre le projet Simandou. Ça dépend de ce que vous dites. Non, vous avez réagi en faisant allusion au projet Simandou. J'ai dit espérons. J'ai dit espérons que le nombre de recrutements du projet Simandou. Espérons parce que je me dis que aujourd'hui, quoi qu'on le dise, déjà le nombre que le projet Simandou compte employer, je crois qu'il n'y a pas un projet qui compte employer. Non, moi je vous comprends. Parce que le projet Simandou, c'est toute une chaîne. Voilà. La chaîne a déjà démarré. Je ne vais pas non plus dire d'attendre 2040 pour employer les jeunes. Ça, c'est carrément impossible. 2040, c'est pour la retombée. La retombée, en fait. Et je ne vais pas aussi dire que je n'ai pas dit encore que le Conseil national compte sur le projet Simandou. Le Conseil national a plusieurs partenaires allant dans ce sens-là. Et vous comprenez, vous n'êtes pas sans savoir que nous, par exemple, si en tout cas ça se passe comme prévu, on est une institution. Donc on est censé de travailler avec tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement que le projet Simandou. D'ailleurs, on ne va pas dire tout de suite que nous sommes même partenaires privilégiés du projet Simandou. Mais ce qui est sûr, si le projet Simandou estime, en tout cas, employer ce nombre de personnes, on fait des doléances au niveau du projet Simandou de prioriser le côté des jeunes. Considérons que c'est une belle opportunité, le projet Simandou ou le programme Simandou pour la jeunesse guinéenne. Est-ce que vous avez commencé à mettre en place une stratégie qui pourrait aider les jeunes à pouvoir bénéficier, pas être recrutés directement à travers l'État, mais à travers des projets parallèles qui pourraient être nés sous l'ombre de projet 2040? C'est-à-dire des mises en place de l'entrepreneuriat au niveau agriculture, ou je ne sais pas, dans tous les secteurs possibles qu'on pourrait tirer de là, sans attendre l'État directement. D'abord, sans attendre l'État, je vais vous le dire. Et moi, par exemple, au niveau de ma région, parce que là-bas, je maîtrise plus, on a un projet qu'on appelle 72 heures de l'entrepreneuriat régional. Et ce projet, c'est certainement, si tout marche comme prévu, c'est au niveau du mois d'avril. Et ce projet, il y aura des expositions et les entrepreneurs venus de 4 préfectures de la région administrative de Farana et les entrepreneurs jeunes, ça il faut le signaler, les entrepreneurs jeunes venus de 4 préfectures de la région de Farana qui vont compétir. Et après les meilleurs entrepreneurs... Quelle est la définition de jeune chez vous? Définition jeune, parce que vous insistez, vous dites bien jeune. C'est qui est jeune? D'abord, si on se focalise sur, en tout cas, la charte africaine de la jeunesse, les jeunes, c'est toute personne qui, d'abord, du 7 à 35 ans, ou nous, au niveau du Conseil national. Nous, on appelle jeunes, c'est entre 17 et 35 ans. Et moi, ce que moi j'appelle jeune, parce qu'il y a des jeunes de deuxième âge, ce que moi j'appelle jeune, c'est cette responsabilité, cette vivacité, et au fait, pour, comment le dire, cette capacité vraiment à transformer les ressources que ce pays a. Et que ce soit 35 ans, que ce soit 45 ans, si tu te sens prêt, en tout cas, à te battre, et prêt à te battre, prêt à être vraiment le vrai guerrier, et c'est ce que moi j'appelle jeune. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce projet que vous avez découvert? Le véritable souci aujourd'hui, avec toutes ces initiatives que vous avez, mais malheureusement, vous dites que vous n'êtes pas reconnu officiellement. Dans ce sens-là, est-ce que vous, avec les autres présidents de jeunesse, c'est-à-dire de la jeunesse au niveau régional, est-ce que vous êtes en train d'abattre un travail pour que vous soyez reconnu, non seulement au niveau des autorités, mais aussi au niveau des citoyens tout court? Oui, je dis qu'on n'est pas
une reconnaissance officielle, je le dis haut et fort, mais cela ne veut pas dire que le projet que nous sommes en train de porter n'aura pas de partenaire. Et que vous devrez croiser les bras. Voilà, et que nous devons croiser les bras. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, un jeune, c'est la responsabilité, la détermination, en fait, la vivacité de ce que tu entreprends. Donc je crois aujourd'hui, malgré qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là, le projet même que nous sommes en train de porter, et j'en suis sûr au moins à 90% qu'on aura vraiment des personnes de bonne volonté. Parce que si de l'autre côté, par exemple, on n'a pas un partenaire peut-être qui va dire vous n'êtes pas reconnu, de l'autre côté, nous les jeunes, les peu de moyens que nous avons à notre niveau, on va mettre ça à la disposition de nos frères, les encourager et inviter même des panélistes qui vont venir vraiment expliquer leurs expériences. Ça aussi, ça peut aller. Parce qu'on ne va pas prétendre tout de suite faire un truc avec peut-être chaque entrepreneur soit récompensé à des millions de francs guinéens si on n'a pas de partenaire. Mais le peu que nous pouvons faire avec les 72 heures de l'entrepreneuriat, par exemple, c'est d'inviter les modèles de réussite, venir expliquer à ces jeunes-là pour leur donner de l'espoir. Par exemple, si on n'a pas de l'autre côté, on peut en tout cas faire ce projet avec les moyens de bord. Et moi, j'en suis sûr, au niveau de la région et au niveau de tous les bureaux du conseil, on est déterminé vraiment à aller. Mais ça va être très bien si on a vraiment cette reconnaissance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, notre combat est national. Et quand le combat est national, il faudrait vraiment qu'on crée toutes les conditions pour permettre en tout cas les jeunes de s'épanouir. Donc c'est pourquoi nous appelons, malgré que nous allons partir, nous allons se battre pour ces jeunes-là. Il faudrait en tout cas qu'il y ait vraiment cette reconnaissance pour nous aider à défendre ces jeunes-là. Qu'est-ce qui empêche cette reconnaissance? Le fond, c'est quoi? Moi, je vais dire que... On vous accuse de quoi pour ne pas vous reconnaître? Je peux vous garantir un truc. Le président de la République, je peux vous garantir que jusqu'à présent, peut-être, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, je peux le dire. De votre existence? Avec sa volonté, oui, avec sa volonté. Parce que, en fait, c'est que moi, je suis... Alors là, vous êtes en train de rejoindre Réa qui dit que le conseil de jeunesse est un bébé mal né. Non, c'est pas un bébé mal né, au fait. Quand je dis jusqu'à présent, il n'est pas au courant. Vous savez, un président, par exemple, il faut toute une chaîne déjà pour remonter des informations. C'est quelque chose qui est normal. Il faut toute une chaîne pour remonter. Il y a des conseillers pour ça. Hein. Il y a des conseillers pour ça. Et nous, on est en train de se battre. On est en train de se battre déjà pour rappeler, pour attirer l'attention du président de la République, parce que c'est lui sa volonté, en tout cas, à nous mettre en place. Et aujourd'hui, si par exemple, on n'a pas cette reconnaissance-là, on ne peut que se tourner vers sa volonté pour nous aider dans ce sens-là. Dans ce cas présent, si les actes posés sont légitimes, de l'autre côté, on pourrait dire que la légalité pose problème. Donc, il suffit seulement de poser un acte qui souffre de quelque chose que vous retrouviez l'État ou les autorités sur votre dos. Parce que là où légalement, ça ne va pas. Les actes posés, légitimement appréciés par les uns et les autres, ça va. Mais légalement, vous n'existez pas. Pour les gens qui maîtrisent très bien l'administration, si je comprends bien, quelqu'un m'a fait comprendre déjà, par exemple, au niveau de l'administration, par exemple, si tu envoies un courrier par exemple, de demande de conseil à ton chef hiérarchique et que le chef hiérarchique ne te fait pas de retour, on suppose que... Qui ne dit rien consent. Voilà, consent, vous comprenez. On suppose que consent. Mais au niveau du Conseil national des jeunes, malgré même s'il consent, c'était préférable en tout cas d'avoir en tout cas un document officiel. C'est au niveau également du Conseil national des jeunes. C'est-à-dire on est là. Et notre lancement au niveau de la mise en place du bureau national, je crois que ça a été présidé par le Premier ministre à l'époque. Le ministre de la Jeunesse était là à l'époque. Je me dis que de l'autre côté, il y a un consentement qui est là, mais cela ne va pas empêcher, en tout cas nous, en tant que conseil, d'avoir un document. Parce que nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes. On le fait pour les générations futures. Bien. Pour que demain ou après-demain, les gens qui doivent venir, les jeunes qui doivent venir pour nous remplacer, trouvent déjà qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, de l'autre côté, il y a vraiment un consentement. Voilà, il y a vraiment un consentement. Oui, il y a un consentement, ça veut dire que vous existez, mais peut-être vous n'êtes pas une priorité. Si vous avez déjà partenaires, ça veut dire que légalement, il y a déjà une existence de fait. Soit dit en passant. Ma question est de savoir, vous êtes une institution, vous l'avez rappelé ici. Est-ce que comme tel, vous avez une obligation de résultat ou non? J'ai dit si les choses se passent comme prévu, nous devons, parce que moi je prends l'exemple sur les autres conseils au niveau
au niveau de la cirrhosion en fait. Si tout marche comme prévu, nous devons vraiment être une institution. Donc c'est toutes les mêmes reconnaissances que nous sommes en train de se battre là. Bien. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, par exemple, ce que je peux dire au niveau du statut du conseil, nous sommes une structure fertière pour le moment. Et voilà, qui regroupe l'ensemble des structures de jeunes et pour pouvoir mieux défendre leurs intérêts. Est-ce que, alors, juste pour être complet sur cette question-là, est-ce que dans vos objectifs, on vous a dit quelque part ici, votre mission est une mission de veille, de proposition et non d'obligation de résultat? Est-ce qu'on vous a dit quelque part dans vos objectifs? En fait, ils ne sont pas obligés de dire obligation de résultat. Et ce qui est sûr, quand tu... Institution républicaine, s'il vous plaît, toute institution, en tout cas issue de la République, qui bénéficie d'un budget et tout, est assignée à une obligation de résultat. Ça, c'est de facto, c'est connu. À moins que vous soyez une organisation de veille. Comme vous l'avez dit ici, fêtière de la jeunesse. Donc, vous n'avez pas une obligation de résultat. Comme la société civile, en miniature. C'est cela? Jamais de la vie, au fait. Et au niveau du conseil, on est obligé même de fournir des résultats. Lesquels? Lesquels? Des résultats, par exemple, comme l'employabilité de ces jeunes d'abord. Ça, c'est un résultat. Après notre mandat. Vous n'avez pas un budget? C'est une obligation pour vous, pour créer les conditions d'employabilité des jeunes? C'est pas nous, par exemple, c'est pas nous à notre budget qui va créer les conditions d'employabilité des jeunes. Nous pouvons porter des plaidoiries déjà, par exemple, au niveau des institutions. Auprès des partenaires pour créer, pour chercher. Et ça s'arrête là, vous n'avez pas une obligation, c'est aux partenaires d'en tenir compte. Non, c'est pas aux partenaires d'en tenir compte. Si par exemple, je peux vous donner un exemple, par exemple, le jour que moi, par exemple, j'ai un budget pour mon projet, par exemple, ça va moi me permettre à faire occuper certains jeunes. Vous comprenez? De l'autre côté, j'ai une obligation de fournir des résultats si j'ai les moyens. Au cas où, par exemple, je n'ai pas les moyens, je ne peux que porter des plaidoiries. Les personnes de bonne volonté, leur demander, en tout cas, de nous employer, de nous aider, en tout cas, pour alors, que ces obligation morale? Une obligation morale alors? Nous sommes d'abord une structure morale. Donc cette obligation morale, même si tu n'es pas dans du conseil, tu es obligé moralement, en tout cas, à défendre ces jeunes. Dans votre volonté de faire de votre structure une institution, voire même au-delà de la guider, est-ce que dans ce cadre-là, certains esprits ne pourraient pas vous accuser de vouloir faire ombrage au ministère de la Jeunesse? Non, nous, on ne fait pas ombrage. Cela pourrait retarder un peu. On ne fait pas ombrage. Quoi qu'il arrive, déjà, notre porte d'entrée, c'est le ministère de la Jeunesse. Et partout, à tous les niveaux, si ça ne bouge pas chez nous, la personne qu'on va accuser directement, c'est le ministre de la Jeunesse. Alors, quels sont vos liens aujourd'hui avec le ministère de la Jeunesse, bien entendu? Je me dis que ça va, mais il y a l'insuffisance que déjà que nous... C'est-à-dire, qu'est-ce qui est insuffisant? Parce que tant que, par exemple, nous, on n'est pas, en tout cas, cette structure, cette institution que nous aspirons, en tout cas, être, pour pouvoir mieux travailler, nous, il n'y a pas Paul ou Pierre, c'est le ministre de la Jeunesse que nous allons voir. Et même pas à la personne du ministre Bogola seulement, au fait, n'importe quel ministre de la Jeunesse qui sera ici, et si, par exemple, le conseil est censé, par exemple, de faire ça, et de faire ça, et que ça ne bouge pas, il n'y a pas Paul ou Pierre qu'on va directement acquis. On ne va pas se lever tout de suite, et, par exemple, pour aller dire au Premier ministre, c'est toi qui as fait... Est-ce que vous n'êtes pas snobé par le ministre de la Jeunesse? Est-ce que vous n'êtes pas snobé? Est-ce qu'il ne vous a pas mis de côté? Est-ce qu'il ne s'intéresse pas trop depuis qu'il est là? Est-ce que vous l'avez rencontré? À vos inquiétudes? Tant qu'il n'y a pas de résultat, on va dire qu'il ne s'inquiète pas trop. Peut-être c'est un peu. Est-ce que vous avez participé à la rédaction de la politique nationale de la jeunesse? Oh oui, le temps, je crois, c'était le temps de... Je parle de sous Bogola. Oui, les premiers dimanches, je crois, on a participé. Vous croyez? Oui, moi j'étais là-bas, au fait. J'étais là-bas. Ah, vous avez participé aux travaux alors d'élaboration de la politique nationale de la jeunesse? Oui, on a donc participé. vous avez les documents? Parce qu'on nous apprend que le document n'est toujours pas officiel. Non, je n'ai pas encore les documents. C'est pourquoi je dis qu'on a participé. Parce que pour un premier temps, on nous a invités pour, en tout cas, avoir les prérogatives. Dans cette invitation, quel était votre degré d'implication? Notre degré d'implication, c'était de comprendre déjà qu'est-ce que nous voulons pour la politique nationale de la jeunesse. Notre degré d'implication. Il y a eu vraiment des propositions que nous avons remontées pour que ces propositions soient prises en compte, mises en compte au niveau de... Au niveau national? Non, c'est même pas au niveau national. Des instances? Non. Au niveau du département? Non, de la rédaction même. De la rédaction même. Le début de la rédaction, on était au niveau du COCAN.
C'était au niveau du COCAN, on était parti et puis voilà, on a demandé les aspirations que nous voulons vraiment que ces jeunes, en tout cas toutes les propositions qu'on avait, on a pu en tout cas proposer ces propositions-là. À date, je ne vais pas dire tout de suite là où se trouve le document. Donc je vais... C'est grave. Parce non, que là, je ne vais pas dire... Le document a été validé. Le document a été validé. Vous venez l'actualité. Validé. Donc si c'est validé, c'est que forcément vous avez eu une lecture. Vous venez de dire tout à l'heure là, que vous n'avez pas le document en question. Parce que nous peut-être on peut dire qu'on n'est pas du Conseil national de la jeunesse. Non, oui, c'est parce que vous n'êtes pas du Conseil national de la jeunesse que vous n'avez pas, en tout cas, on ne vous a pas demandé pour votre proposition. Non, c'est pas officiel, on a appelé au niveau du département, c'est pas officiel, monsieur. C'est pas officiel. Voilà, et aujourd'hui, je peux vous garantir aujourd'hui que nous avons participé à l'élaboration de ce document-là. Monsieur Kourouma, je suis d'accord que vous aviez participé à l'élaboration. Ma question, elle est très simple. Est-ce que vous avez le document? Le draft même. Est-ce que le draft existe? Est-ce que vous avez le draft? Le draft, d'abord. Moi, personnellement, je n'ai pas. Le draft n'existe pas. Moi, personnellement... Parce que si vous ne l'avez pas, j'estime, je ne dirais pas que vous êtes le président, mais je sais que vous appartenez à un conseil de la jeunesse là. On parle du Conseil national de la jeunesse. Vous êtes président d'un conseil régional. Donc, une branche de ce conseil. Aujourd'hui, vous avez forcément des plateformes. Si ce document était officiel, vous, à l'instant où vous parlez, vous serez en possession de ce document. En tout cas, vous l'aurez lu. En fait, le souci, je ne vais pas dire maintenant là, dans ce studio-là que le document est officiel ou pas. Non, c'est officiel, ça voilà, c'est eux qui l'ont dit. Voilà, je ne vais pas dire tout de suite que le document est officiel ou pas. Ce qui est sûr, j'ai participé à l'élaboration. Le reste, peut-être l'information, peut-être que ça n'a pas passé ou pas. Et à la sortie du studio, je vais me renseigner, voir déjà où on en est avec ce document-là. Parce que jusqu'à date, moi je pensais déjà, on a participé, on a remonté les prérogatives de ces jeunes-là. Et ça remonte quand cette participation? Ce qui est sûr, ça n'a pas fait d'abord. Ça n'a pas fait d'abord. D'accord. Donc, il y a moins d'un an, vous étiez là, vous avez participé à l'élaboration d'un document et aujourd'hui, vous ne savez même pas la suite par rapport à ce document. Pendant que le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé une cérémonie officielle de validation de ce document, vous qui avez participé, vous n'avez même pas lu le document aujourd'hui en tant que jeune. On dit on travaille pour vous. Mais vous n'avez même pas le produit fini. C'est pourquoi je disais peut-être l'information n'a pas passé. Nous sommes au niveau de... Ça c'est grave. Peut-être l'information n'a pas passé parce que disons, c'est ma première nouvelle. Ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est pas vous. Non, en fait, moi je ne parle pas que c'est... N'essayez pas de défendre le diable. Regardez, ce n'est pas de votre faute. Moi je ne défends pas le diable. Écoutez, je ne défends pas le diable. Et si par exemple je ne suis pas imprégné d'un document, je le dis carrément que je ne suis pas imprégné. Et moi, il est de mon devoir, par exemple, quand je quitte ici, de demander à mon président national, écoutez, le document a été validé, est-ce que tu as été associé? Parce qu'à date, moi, je ne sais pas si ça a été validé ou pas. Voilà, je vais le dire, je ne vais pas tout de suite camoufler, en tout cas, ce que je n'ai pas fait. Mais ce qui est sûr, quand même, on nous a consulté pour l'élaboration du document. Ça, je suis sûr, parce que j'étais là-bas. J'étais là-bas et on a fait des propositions au niveau de ce qui est bien compris. Hein. Monsieur Moussa Kourouma, président du Conseil régional de la jeunesse de Farana, est notre invité. On est aux portes de cette émission. Bientôt, on va terminer. Un mot avant de nous quitter. Un message à l'endroit des autorités de la jeunesse. Le seul message que moi j'ai au niveau des autorités de la jeunesse, je sais bien sûr qu'ils font autant. Je leur demande juste de nous comprendre en tant que jeunes. On a notre côté de vivacité, on a notre côté de la précipitation des choses. Peut-être nous, on ne va pas le comprendre en tant qu'administrateur. Ils ont tendance souvent à dire attendez, ça vient, attendez, ça vient. Donc à un certain niveau, quand nous aussi on a des pressions aux côtés des jeunes, on est obligé, en tout cas, de montrer à ces jeunes, voilà, écoutez, c'est pas nous, on est en train de se battre pour vous. Et voilà, c'est ce côté, c'est ce message que moi, directement au niveau du ministre de la Jeunesse, de dire qu'en tout cas, moi, dans ma région, au niveau de Farana, je ne vais pas engager tout le conseil. On a vraiment besoin de beaucoup plus d'accompagnement. C'est-à-dire, bien sûr, ils font d'accompagnement, ils nous aident à débloquer certaines choses. Et il faut en tout cas que ça soit beaucoup plus autant. Pour nous permettre en tout cas de pouvoir défendre ces jeunes-là. Et l'autre côté du message que j'ai pour ces jeunes-là, c'est de comprendre déjà que le pays, là où nous sommes aujourd'hui,
le pays a vraiment besoin des jeunes. Bien. Et il faudrait vraiment que cette demande de besoin de ces jeunes, que ça ne soit pas un problème ou bien une occasion pour les jeunes de manifester, quelque chose comme ça, en fait. Il y a toute une procédure pour la patience, alors. La patience, il y a toute une procédure Bien. pour faire comprendre, pour faire entendre ta voix. C'est de rappeler ces jeunes-là que maintenant... Ce qui est déjà compris. Voilà, on a une structure déjà qui nous représente et il faudrait en tout cas que ces jeunes nous portent confiance en tant que conseil. Bien. Et nous sommes déterminés déjà à porter la voix de ces jeunes partout où le besoin va se présenter. Porter la voix de la jeunesse partout où le besoin se posera. Merci, Monsieur Kourouma. Oui, merci. Nos excuses aux auditeurs et téléspectateurs. Nous n'avons pas pu aborder le troisième sujet. Nous allons remettre ça à demain. Vous l'avez déjà compris, nous sommes pris par le temps. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah, merci à notre invité. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, même si tu as failli lui donner mon nom. Mohamed Ba. Il aime ça. J'ai dit Mohamed Ba. Allez, c'est déjà compris. Allez. Sur le résultat de Barça-Real Madrid. Merci Yaya Diallo. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique du jour, à la réalisation Michel Ouamounou, Mamadou Diallo avec ses mêmes âgés qui nous ont accompagnés du côté de la radio. À la télé, nous ont accompagné Melika Sita Outaïka, Vabako Ivogui, sous la coordination d'Oumar Diallo et de Moussa Dramé. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.